Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Mendez de la société Aster pour évoquer comment la tech peut nous aider à mieux collaborer. Vincent est aussi écrivain et a publié les 7 commandements du management pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance, qui a été publié, si je ne me trompe pas, en octobre 2021, que je recommande fortement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Avant de rentrer dans le sujet, j'aime bien poser une question à mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique? Waouh, écoute, j'étais ça doit être peut-être CM1, CM2. Mon tout premier ordinateur, j'avais été avec mon père, gros bill et surcouf, pour le fabriquer moi-même, avec lui, en fait, avec mon aide, la carte mère et cetera et j'avais un ordinateur complètement fait main, quoi. Du coup, ma première expérience d'ordinateur, c'est de voir l'intérieur, quoi D'accord. et c'était trop bien. Ouais, c'était Surcouf. Ah, ouais, ça, surcouf, ouais. Ça ça date. rappelle, je sais même pas si ça existe encore. Euh, je sais même pas, mais ouais, ça date. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on montait les PC, hein, on achetait tout à droite, à gauche et on les montait. Et bah maintenant, merci pour ce premier retour. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver à créer Aster? Bien sûr, j'ai un parcours assez classique, de quelqu'un qui fait des études scientifiques, bac S, prépa, sur Paris, maths sup, maths spé, sauf qu'en fait, moi, je voulais être pilote de chasse. C'est pour ça que j'étais bon à l'école et que j'ai fait une prépa, sauf que j'avais pas prévu que j'aurais un petit problème aux yeux, qui fait que je pouvais pas être pilote et je me suis retrouvé en école d'ingé, du coup, aux arts et métiers. Assez déçu, hein, même très déçu par ce rêve de 10 ans qui s'effondrait et sans savoir ce que j'allais faire et en fait, je me suis inscrit, concours, entrepreneurial qui s'appelait à l'époque les entrepreneuriales et où il fallait en fait, monter une équipe avec des gens d'écoles complètement différentes et pas que des ingés justement, ça c'était cool, et pendant 1 an de construire un projet entrepreneurial. Donc moi c'était sur la réalité virtuelle, des salles immersives et on avait remporté ce truc-là, le prix de l'innovation et en fait c'était une découverte pour moi. Je me suis dit: «Bah, en fait, je viens de trouver ce qui me fait vibrer de nouveau». C'est pas de faire des plans de dimensionnement pour construire des ponts et des moteurs d'avion, non, c'est l'entrepreneuriat et du coup, j'ai, commencé à monter ma boîte avec mes 2 associés, j'étais encore à l'école et puis, bah, la boîte est toujours là, 10 ans après, sauf qu'on a fait des choses différentes. On a créé un premier produit qui permettait d'évaluer la compatibilité entre associés, en termes de valeurs, de vision, de personnalité, et ce truc-là, s'est transformé en un produit pour les équipes au sens large, pas que les associés. Ce produit a été revendu et puis petit à petit, avec les clients qui étaient plutôt des grands groupes. Sur ce produit-là, on est arrivé sur le sujet de la réunion, parce qu'en fait, on leur a dit: «Bah, voilà, maintenant qu'on a vendu notre produit, on a envie de se relancer sur un autre produit avec, une baseline qui est toujours la même, hein, on veut, grâce à la tech, aider les humains à mieux, travailler ensemble au travail» et donc tous les sujets convergeaient un peu naturellement vers la réunion et qui est très painful, hein, on en fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps, on s'en plaint beaucoup en termes d'efficacité, d'engagement, de suivi et cetera et donc c'est par ce constat-là et avec nos premiers clients, produits précédents qu'on a construit Aster, qui a été lancé chez les premiers groupes, en 2018. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, un Gazar. Ouais, Un exactement. Gazar, je connais assez bien parce que bah, mon parcours en prépa, la plupart partaient à l'école des arts et métiers. Je sais pas si je peux dire si j'ai eu la chance ou l'opportunité de ne pas y aller, je sais pas. Euh, mais voilà, moi ils partaient tous à Cluny. Euh, voilà, je sais pas, Exactement. t'étais où toi À Cluny aussi, ouais. à J'étais Cluny, d'accord, ok, ouais. ok. Donc moi là, enfin je vais te dire 60, je pense 80% de mes anciens de prépa sont des Gazards et Ouais, c'est un parcours assez atypique que tu as parce que souvent, comme tu le dis, c'est soit dans le BTP, soit dans la mécanique. Euh, exactement. J'en connais peu, ou alors ils ont bifurqué complètement ou pivoté complètement. Mais ouais, je trouve que c'est assez intéressant parce que ouais, c'est une belle école,
plein de choses. Et voilà, C'est vrai qu'on n'est pas amené à entreprendre forcément, même si on en voit de plus en plus. Et il y a une petite communauté d'entrepreneurs, Gadzar, qui est en train de vraiment de se développer. Il y a des belles initiatives. Et en fait, ce qui est intéressant avec les gens de cette école, c'est que c'est des gens qui sont très concernés par les enjeux sociétaux actuels, je suis vraiment. d'accord. Et du coup, ça se ressent beaucoup dans le monde du travail, que ce soit en entreprenant ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à la base, on est plutôt amené à travailler derrière des machines d'usinage Mm. ou des plans de bureau d'études, hein, c'est vrai. Mais j'étais tellement mauvais à ça que je pouvais vraiment pas y aller. Mais par contre, enfin, je te rejoins sur ce côté-là, c'est que ceux qui sont créés, enfin, qui ont monté quelque chose, ont plutôt, j'ai l'impression, bifurqué vers d'autres sujets. Moi, j'en ai un qui est plutôt dans le parti conseil en management. Même, il a été même très loin, parce qu'il a associé sa passion, parce qu'il fait de l'equi-coaching aussi. Voilà, il est sur Valence. Il est sur Valence. Maintenant, un autre qui a complètement bifurqué, qui est parti dans tout ce qu'on appelle le transmédia, donc tout ce qui est autour d'un monde virtuel, autour des jeux vidéo, etc. Après, il y en a qui sont partis dans le transport, il y en a qui sont partis. Ouais. Mais par contre, ceux qui sont plutôt, je trouve plutôt restés, sont plutôt quand même des gens qui sont plutôt dans le BTP, avec ces enjeux-là qu'on parle, hein, de mieux travailler ensemble, surtout avec des populations qui sont assez diffuses et Ouais, différentes. complètement. Voilà, non mais c'est ce côté Gadzar me parle, me parle forcément. Excellent. Ok. Bah, t'en parlais beaucoup là autour de ces réunions. C'est vrai que j'ai trouvé quelques chiffres. Déjà, on est passé à peu près je crois, d'après une enquête IFOP là, de Speechy qui a été fait pour Speechy qui a été fait en octobre 2021, le nombre de réunions a considérablement augmenté, passant d'une moyenne de 3 réunions par semaine en 2015 à plus de 5 aujourd'hui, voire plus de 6. Je ne sais pas si ces stats sont même pas à revoir, parce que quand je vois mon agenda, peut-être des fois, peut-être moins le tien, parce que tu t'impliques d'autres règles que tu nous expliqueras. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et l'autre stat, c'est 27 jours par an en 2018 de réunion pour un cadre. C'est-à-dire, il passe plus de temps en réunion qu'en congé. Ouais. Enfin, je trouve que le chiffre est assez important. Je sais pas, toi, tes réactions par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est en fait, effectivement, avant le Covid, on parlait de 6 semaines par an en réunion. Mm. Passer en réunion par un cadre, donc ça correspond à ce que tu dis. Les études concordent, mais ça a complètement explosé avec le télétravail et de manière plus pérenne le mode hybride. Parce que le mode hybride ne change pas le fait enfin, ne change pas ce constat-là, bien au contraire, tout devient réunion. On doit se parler, on doit évoquer un sujet, ça devient une réunion dans l'agenda. On a quand même perdu les moments de collaboration informels autour de la machine à café, etc. Alors, ces moments informels, il faut quand même les chérir et faire en sorte qu'elles reviennent. Et ça, moi, je perds pas espoir. Je pense réellement que sortie de crise, on va les retrouver. Mm. Néanmoins, le nombre de réunions va persister et vu le temps qu'ils prennent sur les agendas, c'est des vases communicants, hein. C'est-à-dire qu'on diminue le temps finalement que les équipes ont à prendre du recul sur le sujet, à produire, à travailler en dehors des réunions. Et sans parler du fait que ça a des conséquences même sur la vie personnelle des personnes, hein. Se faire une réunion de 19h à 20h, je pense que c'est agréable pour personne. Il suffit qu'il y ait des sujets de fuseau horaire en plus avec ça, et ça devient finalement assez courant. Donc, non, c'est en fait les constats de ce qu'on appelait la réunionnite se sont retrouvés un petit peu exacerbés avec le mode hybride. On parle de e-réunionnite maintenant. Il y a un truc qui va dans le bon, comment dire, qui est dans le bon sens, c'est que les réunions respectent un peu mieux les délais. Mais si elles respectent un peu mieux les délais, c'est parce qu'en fait, on a enchaîné les réunions back-to-back. C'est devenu très courant de finir une réunion et de se reconnecter à la suivante direct derrière, ce qui a un impact Mm. sur l'engagement, la motivation, l'efficacité de la réunion qui arrive, qui est désastreux. Même pas pouvoir avoir le temps d'aller prendre un café entre deux réunions. Enfin, et pourtant, c'est le quotidien de plein de gens aujourd'hui. Donc, non, ces sujets se retrouvent exacerbés. Du coup, le manque de préparation. J'arrive dans un sujet, je suis pas du tout focus et je sais plus de quoi on va parler. En plus, on n'a pas le temps de faire le suivi des actions, des décisions, parce que les réunions s'enchaînent, parce qu'en dehors de réunions, il faut quand même que je fasse des choses, parce Oui. que c'est pas mon métier de faire des réunions. Donc, voilà, on se retrouve, voilà, extrêmement anxiogène. Ça impacte
très clairement l'efficacité, la productivité des collaborateurs, des collaboratrices, des équipes. Et il y a des vraies solutions à ça qui sont aussi bien digitales que managériales et il faut les mettre en place dès maintenant parce que ce mode hybride va persister pour Oui. l'immense majorité des organisations. Je te rejoins complètement, ça va persister. Puis, alors d'un côté, tant mieux parce que ça veut dire qu'on va avoir ce côté hybride et que aussi, bah, voilà, le télétravail a aussi des avantages pour tout le monde. Il a des inconvénients. Je pense que pour moi, les inconvénients, on a les moyens de les résoudre. Et c'est important de le dire, pas que par les outils, il y a aussi la partie management. Et c'est aussi là où on se rejoint beaucoup dans tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu as écrit ou voilà ou dans nos échanges qu'on a pu avoir aussi avant. C'est pas l'outil, enfin c'est pas l'humain qui est au service de l'outil, c'est l'outil qui est au service de l'humain, à l'humain de l'utiliser correctement et derrière de mettre aussi des pratiques managériales en place, très claires, très précises. Voilà, enfin on pourra aussi en reparler tout à l'heure, mais je pense que, enfin, il y a plein de choses à faire qui sont hyper intéressantes pour aussi retrouver un peu plus de sérénité. Parce que derrière, c'est de la sérénité. Je pense qu'il y en a, on peut le voir Bien sûr. aujourd'hui, qui sont chez eux et qui travaillent de 8 heures du matin à 21 heures parce que bah, ils ont enchaîné les réunions entre 9 heures et 17-18 heures minimum, et qu'après, bah, il faut qu'ils traitent le reste parce que au-delà de la réunion, bah, il y a tout ce qui se passe autour. Les gens sont sursollicités. WhatsApp, SMS, téléphone, le Teams, le Slack, même parce que bon, j'ai des clients enfin, ou des connaissances qui ont le Teams, le Slack, le mail qui est toujours là, les réseaux sociaux. N'oublions pas aussi ça. Enfin voilà, je pense que Tu as complètement raison. Il y a là où les outils sont censés t'aider à mieux travailler, mmh, s'ils sont mal utilisés ou qu'ils sont trop nombreux, qu'ils se dupliquent, tu obtiens complètement l'effet inverse et WhatsApp, c'est extrêmement intéressant. C'est devenu un outil professionnel, enfin tellement perso et pro chez beaucoup de gens, dans beaucoup oui, d'entreprises. C'est un mmh, c'est un truc de dingue. Ça montre à quel point c'est devenu difficile de, séparer sa vie pro de sa vie perso. En tout cas, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, il y a plein de gens qui vivent très bien avec ça, mais il y a un minimum en termes de déconnexion à aller chercher et mmh, si sur le même WhatsApp, je reçois, le message pour organiser, l'anniversaire de tante Hilda, et à côté, le message pour, me dire: «Est-ce que tu viens bien au meeting de 18 heures tout à l'heure?» Bah, enfin, ça peut rendre un peu fou et effectivement le WhatsApp, mais le Teams, le mail, l'outil de communication interne, les outils de gestion de projet ou de to-do list qu'on a et qui nous envoient des relances, partout. Ouais, il y a une overdose digitale, mmh. et effectivement, là encore, il y a des règles à mettre en place, de structure de l'outil comme d'utilisation de l'outil et il faut que ces règles se diffusent de manière, concrètes et larges dans l'organisation parce qu'elles fonctionnent qu'à partir du moment où elles sont respectées par la plus grande masse, Mmh. des équipes. C'est vrai que enfin, ce sujet, enfin, moi, en tant que consultant et DSI, chez plein de clients, on le voit régulièrement. On essaye de le structurer. Après c'est compliqué parce que nous, on amène beaucoup de l'outil, mais je pense qu'on a aussi notre rôle à amener pour leur expliquer un petit peu tout ça. Enfin, moi, j'ai des clients, où je reçois, peut-être 15 mails par jour alors que voilà, on pourrait le voir pendant les points, qu'on fait régulièrement avec eux. On pourrait essayer de structurer un petit peu plus ça, mais voilà, je pense qu'aussi, moi, enfin, on le sait dans l'équipe, on a un rôle à jouer de plus en plus par rapport à ça, parce qu'on amène les outils digitaux, mais par contre, on leur explique que l'outil, enfin, il est au service d'eux et pas l'inverse, quoi. Ouais. Moi, quand je reçois des mails, bon, bah, je reçois des mails des fois très tard ou très tôt ou même pendant la nuit. Moi, Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI des Hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Tillon, entrepreneur et aussi avec une volonté de vouloir faire évoluer le monde de la EdTech, mais aussi de battre contre les fake news. Mais ça, on y reviendra rapidement. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas.
Merci Ça en d'avoir. fait des missions, du coup, ça met la pression direct. Ouais, direct, mais ouais, c'est sûr. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, j'ai pour habitude de commencer toujours par la même question à mes invités. C'est quel est ton premier souvenir d'informatique? Waouh! Moi, c'est mon Amstrad. J'ai eu la chance d'avoir un Amstrad jeune. Alors après, si, du coup, c'est des recherches Wikipédia pour mes exposés au collège. Enfin, Wikipédia ou en équivalent à l'époque. Ah, ça devait être Donc, Universalis, je pense à l'époque. c'est fort probable. Et ça prenait des plombs à afficher la moindre page. Donc, de toute façon, il fallait pas se tromper sur sa recherche. Hmm. Et du coup, un souvenir un peu douloureux avec un modem où il fallait couper le téléphone de la maison. Donc, on se faisait engueuler sur un assez trop de temps dessus. Enfin, ouais, enfin, bon, Ouais, une autre époque. oui, un monde que j'ai connu, hein, pour faire le rapport avec Ulysse. Ulysse n'avait pas connu ce monde, hein. Je peux te dire qu'il était dans d'autres sujets, mais voilà. Moi, on est plutôt quasi de la même génération, parce que je crois qu'on a à peu près Ouais, le même âge. génération Caramel, génération. Ouais, C'est H Sexville ASV. Je me souviens dans les forums à l'époque, ouais, on te exact, demandait ça à exact. quelqu'un avec qui tu parlais. Ouais, on te demandait, ouais, H-Sexville, ASV. Ouais, je me rappelle bien de cette époque. Bon, ça nous rajeunit pas. Avec Lycos. Attends, c'était Lycos à l'époque. Ouais, Rappelle-toi, c'était dingue. va chercher l'icône. Exactement. Je sais même pas si ça existe, mais des fois, tu vois, j'ai ce moment où tu sais, t'as les gens qui ont leur adresse AOL.com. Oui, Hein, et je me rappelle, il y avait les CD là, tu avais les CD d'AOL que tu mettais pour installer, tu avais 50 heures ou 20 heures d'internet. et c'était l'enfer. Ouais, c'était l'enfer. Mais bon, c'était le début, hein. On, on était content d'avoir ça. Euh, Bon, maintenant, ma première question, c'est comment devient-on multi-entrepreneur? Je crois que j'ai pris ça sur une de tes interviews que tu avais fait. Et je voudrais un peu, voilà, que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Et puis après, on ira un petit peu plus en détail sur certains sujets. Mais voilà. Alors, c'est plus par défaut qu'autre chose, c'est que je suis très très nul dans les projets au-delà d'un certain stade, d'une certaine taille de boîte, un certain nombre de salariés. Mhm. Et donc c'est plus imposé à moi qu'un vrai choix en fait. Au D'accord. bout d'un moment, il faut que je quitte la boîte pour que la boîte survive, à moi notamment. Et, et du coup, aussi s'accepter là-dessus et se dire, bon, finalement, je suis peut-être pas trop mauvais sur une partie, un plan du truc, mais qu'il y a toute une partie qu'il faut pas que je fasse. Et il faut que j'accepte de lâcher à un moment ou de m'entourer de gens qui feront bien mieux que moi. Mhm. Mais c'est super dur à accepter, hein, c'est très très long à mettre en place intellectuellement, parce que ma plus grosse fierté, c'est ça, c'est d'avoir réussi à lâcher une boîte qui a mieux fonctionné à partir du moment où je suis parti. Mhm. Mais ça démontre qu'en fait, qu'on est loin d'être indispensable, même si c'est l'objectif initial de la boîte, c'est de montrer que je pouvais créer une boîte qui pouvait tourner sans moi. Quand on s'en rend compte qu'en fait, elle tourne mieux sans soi, c'est dur. C'est Oui. dur sur l'instant, mais c'est aussi une grosse fierté de dire, c'est cool, ils continuent sans moi, j'ai lancé les dynamiques et ils ont pris les bonnes idées ou les bonnes parties en termes de management et ils ont structuré ça pour que ça fonctionne mieux, pour pérenniser. Parce que clairement, moi, il y a un risque là-dessus, c'est que je ne sais pas pérenniser une boîte, c'est pas la partie qui m'intéresse. Mhm. Donc non, c'est et génial et un peu dur en fait. C'est très Oui. bizarre comme Mhm. sensation. Ouais, en fait, tu as ce côté-là où tu as lancé le projet, tu l'as amené, puis maintenant, peut-être avec le recul, hein, c'est peut-être maintenant que tu te dis ça, sûrement, c'est que après, quand il faut pérenniser, peut-être aller plus loin, c'est ou ça t'intéresse plus, ou t'as pas les compétences. C'est peut-être aussi ce côté-là. Je sais pas, pas les Ah ouais, j'ai compétences. un vrai. Ouais. Si, c'est un vrai seuil d'incompétence. Ah ouais. Et que comme ça m'intéresse pas vraiment, je fais pas l'effort pour les avoir. Vraiment, j'ai un gros manque sur la partie management. J'ai motivé les 5 premiers salariés d'une boîte. Dès que ça va dépasser 5, je suis pas assez présent, pas assez dispo, pas assez intéressé par ça. Pas assez pédagogue, bizarrement, vu mon métier aujourd'hui, au quotidien vis-à-vis de mes équipes. Et que j'ai vraiment besoin d'un relais en interne. Alors moi, ça n'empêche que potentiellement, je peux toujours avoir un rôle un peu d'électron libre dans la boîte, mais un peu moins opérationnel, un peu moins présent, ou en tout cas pas de la même façon. Mm. J'ai besoin de me sentir encore libre, et c'est là où je vais m'épanouir et apporter des choses à la boîte. Beaucoup moins si on me demande de rester au bureau pour accompagner les équipes. Où, Mm. je le ferai pas bien, et deux, je ferai pas bien mon boulot à côté. D'accord. Et parce que au total, là, pour refaire un peu ton parcours, t'as commencé à créer une boîte à quel âge? Enfin, il y a combien de temps? Parce que ça, Ouais, je suis vieux maintenant. Donc la première, c'était ouais, il y a si 20 je, ans, enfin 19 ans. ah ouais. J'ai fait des bijoux pour cheveux, ça a duré 6 ans, une aventure folle à travers le monde et qui s'est terminée par une liquidation, des procès et des dettes. D'accord. Il y a 14 ans ou 13 ans, j'ai créé une deuxième boîte, Sido,
qui fait du conseil en pédagogie, qui existe toujours et qui compte 20 ou 22 salariés. Il y a 7 ans, une troisième, Tilki, qui est un logiciel pour les commerciaux, pour optimiser leur efficacité commerciale, qui est intégré dans du Salesforce, par exemple, qui permet de traquer la lecture des offres commerciales et de les signer automatiquement ou de relancer quand il faut les prospects. Une quatrième avec Linkalize, qui est un outil d'analyse d'influence sur LinkedIn et d'alerte aussi sur LinkedIn, qu'on a revendu à Influence for You il y a quelques mois. Et dernièrement, le Bahut. Alors, c'est pas vraiment une création d'entreprise dans le sens où c'est une marque seulement de la société Sido. D'accord. Mais c'est une nouvelle business unit de Sido, qui est l'école dans laquelle moi j'aurais aimé apprendre, dans laquelle j'aurais aimé être étudiant, et que j'ai eu la chance que Sido me finance ce projet, me fasse confiance pour que je tente un truc un peu taré, reposant sur quelques piliers qui sont, on recrute uniquement sur personnalité, motivation, compétences numériques et capacité rédactionnelle, sachant qu'on ne demande pas un gros niveau en compétences numériques, mais surtout pas en fonction du diplôme, de l'âge ou du parcours. 2, on veut que ce soit gratuit pour l'apprenant, parce que financé par des partenaires, soit par Pôle emploi, les OPCO ou les entreprises. Et 3, qu'on garantisse au moins 1 an d'expérience à tous nos étudiants. Et c'est moi qui leur trouve un premier employeur. Alors, première promo, on s'est un peu battu pour trouver les 22 premiers. Aujourd'hui, là, sur la 3e promo, la promo démarre le 4 avril 2022 et je suis déjà à 38 intentions d'embauche. D'accord. Alors que j'ai 25 places. D'accord. Donc du coup, j'ai malheureusement des employeurs que je vais devoir frustrer en disant je suis désolé, j'ai pas trouvé la pépite pour vous. C'est une promo, c'est 25 personnes. Maximum 25 parce que c'est en présentiel. D'accord. Ça, c'est un autre pilier important. Ouais, c'est présentiel et un peu en mode prépa. Quand ils sont au Bahut, ils en prennent plein la tête de 9h à 19h, voire il y a encore du boulot après. On a négocié des licences gratuites avec tous les meilleurs logiciels du marché. Donc on a une trentaine de partenaires EdTech qui vont de 360 Learning en passant par Cumulus, Didask, Pitchboy, Genially et qu'est-ce que je peux citer d'autre, Vaillant ou Kahoot ou Clap par exemple. D'accord. Enfin, et plein d'autres, pour qu'en fait nos étudiants mettent vraiment les mains dans le cambouis, qu'ils apprennent à faire et qu'ils n'en aient plus peur, qu'ils arrivent à s'en détacher aussi. Et potentiellement, c'est pas 360 Learning qu'ils ont chez eux, mais Talentsoft ou MySkillCamp ou RiseUp. En fait, ils ont compris la logique des LMS, ils savent le mettre en place, le déployer, l'administrer, le faire vivre. Parce qu'ils en ont déjà testé 6 au Bahut, donc du coup, ils savent faire n'importe quel autre. Voilà un peu la logique de l'école. Et on a lancé une première promo en septembre 2020. Pour tout avouer, j'ai un peu chialé le premier jour où j'ai rencontré mes étudiants. parce que fallait complètement être taré. Enfin, ceux de cette promo, on est toujours en très très bonne relation, on se voit encore souvent, de me suivre sur un projet pareil. Je ne savais pas du tout où j'allais, ni où je mettais les pieds, ni ce que j'allais faire. J'ai sauté à pieds joints dans ce projet mi-avril 2020 en m'associant avec Rachel sur cette idée, qui est aujourd'hui la directrice de l'école. Et on avait 4 mois pour trouver des locaux, créer un programme pédagogique, trouver les étudiants, trouver les employeurs, faire le matching, trouver les intervenants et trouver un financement. Et tout ça en 2020, qui n'est pas une année... voilà. En pleine pandémie, en mode on va faire du présentiel, enfin la totale. Oui. Et les boîtes, on ne sait pas si elles vont recruter. Mais finalement, oui, c'est ça a fonctionné. Et du coup, c'était assez émouvant le premier jour parce que certains d'entre eux ont vécu à l'auberge de jeunesse pendant 3 mois en quittant conjoint ou conjointe pour vivre l'aventure à fond. Enfin, en quittant. En se séparant momentanément. Oui, bien sûr. Mais où, en gros, ils nous ont un peu donné un petit bout de leur vie en disant on vous fait confiance, allez-y. Alors, même moi, je ne me faisais pas confiance à l'époque. D'accord. C'était un peu dingue. D'accord. Ah moi, je sortais d'un truc où je m'étais fait virer de ma start-up, Tilki, par mes investisseurs, on n'était pas d'accord sur la strat, et j'atteignais pas mes objectifs non plus. Donc ils m'ont gentiment demandé de partir illico presto. Et du coup, j'étais complètement cassé, et pour moi, je faisais que de la merde, j'étais nul, je servais à rien. Et quand, du coup, eux, ils m'ont fait confiance, parce qu'ils savaient pas tout ça, ils savaient pas que je me pensais nul, et du coup, je me dis, putain, c'est classe. Voilà. Et on a tout fait pour que ça se passe bien pour eux. Aujourd'hui, ils sont tous en poste. Ça, c'est la grande fierté, c'est qu'un peu plus d'1 an après être sortis du Bahut, ils ont tous un boulot, plutôt bien payé, les salaires commencent à vraiment monter sur ce secteur-là, ils sont reconnus sur le marché comme étant bons, donc ça aussi, c'est plutôt cool. D'accord. Donc là, c'est ta 2e promo là, qui est en cours, c'est ça Non, c'est la 4e qui démarre en avril. Parce que c'est tous les à peu près 6 mois. C'est promo de 3 mois. 3 mois. Promo de 3 mois. C'est promo de 3 mois tous les 6 mois. D'accord, ok. Pour l'instant, c'était ça, et là, on passe en alternance, donc c'est des promos sur 12 mois, et on en fait 2 à 3 par an. D'accord.
mais du coup avec un rythme qui est un peu particulier. Parce que je me suis positionné aussi en tant qu'employeur. Hmm. Faut savoir que le Bahut, c'est plus la fondation de Sido, c'est plus un truc où on veut faire les choses bien, on veut s'éclater, on veut apprendre, et un peu un labo d'expérimentation, plus qu'une vraie BU de formation où le but c'est gagner de l'argent. Le but c'est de faire les choses bien. Et du coup, en tant qu'employeur, je trouve que le rythme d'alternance à un jour et demi par semaine, il n'est pas simple. Alors c'est probablement le meilleur, c'est mieux que 2 semaines, une semaine, mais ça reste compliqué parce que on a toujours quelque chose en tête. Enfin, l'apprenant a toujours un peu sa formation en tête, il n'est jamais complètement libéré. Et du coup, c'est pas simple pour l'employeur non plus d'avoir quelqu'un chez lui, mais qui n'est pas complètement dispo et qui pense à autre chose. Du coup, on change le rythme, nous. On fait 5 semaines initiales au Bahut pour être sûr d'envoyer quelqu'un qui sait déjà faire des choses. Et on l'enverra en ayant déjà vu des LMS et des outils de création de contenu. Et après, 1 semaine toutes les 6 semaines en formation. Et entre chaque semaine de formation, pas de boulot. D'accord. C'est un peu l'idée de comme des vacances, après 5 semaines en entreprise, il a 1 semaine en formation, et il fait que ça à fond. Et une fois qu'il quitte la formation, il a 5 semaines en entreprise, il est vraiment dispo pour ça. Voilà, donc là, c'est nouveau format à partir du 4 avril. D'accord, top. Cette idée, forcément, tu l'as eu en étant dans le monde du travail, en voyant aussi tout ça, aussi en ayant ta vision, je pense, de l'apprentissage, c'est ce que tu disais. Parce que on construit pas comme ça. Tu l'as pas construit comme ça. C'est que tu savais il y avait ce besoin-là en entreprise, il y avait ce besoin-là aussi côté apprenant. Parce que moi, ce que je trouve il y top, avait 2 choses. c'est La première, c'est la Rocket School, ouais. dans laquelle j'étais intervenant pour Tilki, pour former donc les futurs commerciaux à notre outil. Et j'avais adoré les apprenants, qui étaient des gens passionnants, qui avaient les yeux qui brillaient, qui avaient envie d'apprendre de ouf, et qui avaient tous des jobs au bout. J'adorais cette idée on vous garantit un premier job pour que vous fassiez vos premiers pas dans ce métier-là, à l'issue de la formation. Et j'étais allé voir le boss d'ailleurs, Cyril, que je remercie encore, parce qu'il m'a vachement aidé à créer le Bahut, en lui disant je suis complètement fan de ton école et j'aurais dû la créer moi. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà, j'ai gardé ça dans un coin de tête. Et derrière, quand je suis parti de Tilki, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, ce que j'étais capable de faire, ce que j'avais comme ressources, et ce que je pouvais faire qui me mettait un peu moins en risque que d'autres projets plus compliqués. Et en fait, ce que j'avais, c'est quand même Sido, c'est cette deuxième boîte que j'avais créée, une agence de digital learning, qui compte ses 20 collaborateurs, qui marche bien depuis 13 ans, et où en fait, là, il y avait un besoin remonté par les équipes, des clients qui disaient, nous, on aimerait bien vous louer, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide à implémenter le LMS, à créer des premiers contenus. On ne peut pas vous payer en tant qu'agence pour tous les projets, vous êtes trop cher. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des collaborateurs chez nous comme une ESN, quoi, une SS2I? Et nous, c'est vraiment pas le modèle de la boîte, c'est pas ce que nos collaborateurs ont envie de vivre non plus. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, il y a un besoin. En fait, les boîtes ont besoin de commencer à faire la formation à distance efficace et passionnante, parce que souvent, on recherche l'efficacité financière, mais pas toujours le côté passionnant qui permet d'apprendre. Et que nous, c'était un vrai credo. Et là, presque coup de bol, c'est le Covid, la pandémie, qui a montré aux boîtes qu'en fait, faire de la formation à distance, c'est un vrai métier, que ça ne s'improvise pas, mais que ça devient stratégique. Parce que comme on ne peut plus former en présentiel, il faut quand même former aux nouveaux produits, aux nouvelles molécules, aux nouvelles normes internes. Et que si on fait des modules avec une vidéo qui dure 3 heures et un quiz QCM à la fin, on est sûr de perdre tous les apprenants, personne n'ira au bout, que le quiz tout le monde aura bon, mais que personne n'aura compris quoi que ce soit. Et que du coup, il faut réinventer ce modèle-là, et que ça demande des compétences, et qu'on ne peut plus dire aux petits stagiaires en com, fais-nous une vidéo sympa et on mettra ça sur le LMS. Et du coup, en fait, voilà, les conjonctions des deux, on savait que chez nos clients, il y avait des besoins, et qu'en plus, la pandémie a montré aux boîtes qu'il fallait faire ça bien. Donc voilà, d'où ça vient, c'est vraiment, on avait plus ou moins les employeurs grâce à Sido pour la première promo, et les consultants, pour assurer les 50% des formations, sont assurés par les Sido aussi. D'accord. Okay. Donc je sais que j'avais une grosse base de savoir-faire de gens qui sont passionnés par ça et qui voulaient partager aussi ce qu'ils savaient à d'autres. Oui, finalement, c'était complètement complémentaire, et puis ça peut être aussi des profils que tu peux former et recruter. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi l'exemple, c'est bien moi d'envoyer des apprenants et des collaborateurs à des boîtes, mais si moi je suis pas capable de les embaucher, c'est que soit je les considère pas assez bons, soit que ma formation est pas assez bonne. Et ni l'un ni l'autre, on a pris 2 et on en prendra d'autres, parce que franchement, on rencontre des candidats incroyables. Ça, c'est un truc que j'ai un peu appris aussi au Bahut.
Moi, j'ai eu un parcours assez linéaire, scolaire, assez simple. Mmh. Je n'étais pas très présent à l'école, mais toujours bon élève et j'ai jamais eu de grandes difficultés. Donc j'ai eu la chance de faire des bonnes études et mes parents m'ont toujours soutenu sur ce plan-là. Et que même si j'ai eu des grosses galères entrepreneuriales, j'ai toujours eu des potes qui m'ont aidé à me relever. Et que là, j'ai rencontré des gens géniaux, mais qui avaient oublié qu'ils l'étaient, à qui ça faisait 2 ans qu'on ne le disait plus non plus, et qui du coup, ils arrivent chez nous avec une perte de confiance hallucinante, alors que c'est des talents incroyables. Vraiment, moi j'ai été bluffé dès la première promo par les gens qui étaient face à nous, qui, d'ailleurs, ce qui est marrant aussi pour l'anecdote, c'est qu'ils faisaient des choses que moi je n'étais pas capable de faire. Je leur donnais des exercices, je savais écrire l'exercice, mais je savais pas réaliser ce qu'ils réalisaient eux, quoi. Et du coup, une humilité aussi pour nous, de dire, waouh, putain, ce qu'ils font, c'est ouf. Mais même pour les sidos, hein, même pour les formateurs qui disaient, putain, ils arrivent à faire des trucs qui nous bluffent, quoi. Et voilà, donc ça, c'est notre plus grosse fierté, c'est de voir ça et de voir leur niveau et de continuer à les voir, parce qu'il y a aussi, on a un peu créé une grande famille, enfin on essaye, on les revoit régulièrement et c'est ce qu'on apprécie, c'est ces relations humaines et cet accompagnement. C'est top et c'est vrai que ça fait écho. Alors déjà, juste la question, c'est des gens qui ont un profil, de quel âge, c'est de tout âge, Moyenne d'âge, c'est 30-32 ans. Après, D'accord. ça va de 24 à un peu plus de 50. D'accord. On prend peu de très jeunes parce que déjà, le métier attire pas des très jeunes qui n'imaginent pas ce que ça peut être. Oui, je pense, ouais. Et malheureusement, pour les plus seniors, c'est les employeurs qui ont plus de mal à embaucher des plus de 45 qui partent du principe que les plus de 45 comprennent rien au numérique, ce qui n'est pas du tout vrai. Non, pas du tout, non. Enfin, ce qui n'est pas vrai en tout cas. Mais c'est plus là où j'ai moi du mal parce que dans la tête des employeurs, un spécialiste du digital learning, c'est un jeune, quoi. Enfin, un jeune. Ouais, donc, quelqu'un de 30-35 ans. Mais bon, on a quand même placé, et ça marche quand même bien pour eux. Il y a quand même des jobs aussi pour des seniors dans ce secteur-là. Après, ça n'empêche qu'il y a quand même... c'est encore plus dur potentiellement pour un senior, parce que le rythme, il est vraiment costaud au bahut. Ça fait encore plus longtemps qu'il n'a pas été sur les bancs de l'école. Et qu'il y a ce gap à passer de « Waouh, je me remets dans une position d'apprenant ». Et on va le déconstruire, on va déconstruire beaucoup de choses qui ont été vues durant la carrière. Et parfois, ça peut piquer un peu. Mais franchement, ça a été aussi des profils d'apprenants géniaux et aujourd'hui qui sont des pépites pour les boîtes. Ouais, puis j'ai vécu ce côté-là, parce que je donne des cours à différents endroits, dans des cursus un peu normaux, on va dire, en école d'ingénieur, etc. Donc, des cursus de jeunes, mais qui peuvent être très bons et qui peuvent aussi pas te mettre en défaut, mais sur des choses qui te sortent des trucs, tu te dis, mais c'est incroyable. Et il y a cette certaine humilité, comme tu dis, à avoir, et je l'ai vécu dans des cours du soir que je donnais pour des masters, des gens qui s'investissent à fond, qui doivent se remettre en question et tout ça, et qui des fois en connaissent mieux que toi. Et là, c'est comme ça. Enfin voilà, pour moi c'est comme ça, tant mieux. On échange, on apprend, et je trouve que c'est génial. Nous, en étant de l'autre côté de la barrière, je le sens comme tu me le dis, hein, je trouve que c'est un moment qui est génial parce que tu partages et c'est des gens que moi je revois régulièrement avec plaisir, quoi. Et puis pour moi, c'est pas à 45 ans qu'on a fini sa vie. La retraite est maintenant à 64, il leur reste encore 20 ans de carrière. Ils ont fait que la moitié en général. Donc, Mais c'est aussi ça, il faut aussi accepter que le rôle du formateur change un peu. En fait, nous, c'est notre vision de la formation d'adulte. C'est qu'il y a un concepteur pédagogique qui est Rachel, principalement chez nous, la directrice de l'école, qui a imaginé tout le fil rouge de la formation, qui a imaginé toutes les séances, et qui sait animer les moments de cas pratiques, qui sait répondre aux questions, mais on fait venir des ultra-experts sur chacun des sujets, pour que là, vraiment, on éclate les étudiants avec le meilleur du marché, qui vient leur expliquer comment lui, il fait, qui va partager ses astuces et ses secrets, mais que ça représente 15% du temps de formation. 85% du temps, c'est faire, essayer, et là des formateurs, des profs, entre guillemets, peuvent tout à fait assurer ce suivi, mais c'est plus de l'animation que de la formation. Et ça, c'est notre vraie vision du métier qui doit un peu changer, parce que comment on peut être le meilleur du marché quand ça fait 5 ans qu'on a pu faire ce qu'on enseigne? Oui, je prends un exemple sur le marketing, une école qui m'aurait donné un coup de main là-dessus. Mais aujourd'hui, le marketing, ça ne veut plus rien dire. Entre le SEO, le SIA, le marketing en grande distrie ou le marketing automation, SEO, SIA, marketing automation, c'est celui que je comprends et que je connais, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même façon d'écrire, pas la même façon de travailler, c'est pas le même profil en face. Donc comment on peut être prof de marketing? Le marketing d'il y a 20 ans, c'est pas du tout le marketing d'aujourd'hui. Et du coup, ça me semble un peu dangereux pour la qualification de nos jeunes et même pour la motivation, parce qu'on a des cours, des cas pratiques qui sont déconnectés de la réalité des entreprises.
Voilà. Ouais, mais Après, je du te coup, c'est ce que rejoins. je fais. Moi, j'ai un vrai lobbying en ce moment pour donner envie à des entreprises de créer leurs écoles. Alors, pas que pour elles, pas en école interne, mais en école où on partage notre savoir-faire, notre expertise. Donc là, on a accompagné des entrepreneurs qui veulent créer une école de no-code en Seine-Saint-Denis. On va Mm. le faire prochainement pour une entreprise spécialisée dans la qualité dans la pharma, qui veut former des responsables qualité pour l'industrie pharma. Et je pense qu'il y a plein d'autres modèles. Moi, je rêve d'une école pour créer des content managers, parce que justement, dans le marketing, il y a la partie création de contenu pour le B2B et pour vendre, qui est très différente du journalisme, parce que c'est une autre technique d'écriture, il y a d'autres enjeux à connaître. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est formé à ça sur le marché, et il y a plein de boîtes qui en recherchent. Mm. Et du coup, il faudrait qu'une agence de content se penche sur le sujet et crée l'école. Et du coup, ça permet d'attirer des profils qui sont perdus dans leur job, qui sont malheureux, parce que c'est super dur de s'orienter à Ouais. 14 ans, et parce qu'aujourd'hui, c'est plus vrai qu'on peut espérer avoir le même job toute sa vie. Mm. Et que c'est pas simple de se former tout seul, et que je pense qu'il faut des écoles comme ça qui permettent de la reconversion simple, quasi gratuite, avec des premiers jobs. Voilà. Ouais. Il en faut plus. Non, Si vous non. m'entendez, que vous avez envie de coup de main, je Euh, partage tout et Bah, je vous aiderai. je pense qu'il faudra qu'on en parle parce que c'est vrai que dans mon métier de DSI, directeur du système d'information, je ressens qu'il y a ce besoin-là. Bah, nous, on le fait de cette manière. Enfin, on connaît très bien le métier, on sait le porter, on sait comment l'animer, etc. Et c'est dans mes réflexions demain de créer un peu cette formation école de DSI. Donc voilà, on pourra en parler, Sylvain. Un grand plaisir. Ouais, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai en tête depuis quelque temps. Voilà, ce serait dommage parce qu'on le fait. Pourquoi pas le donner? Moi, je sais que moi, j'adore ça. Les équipes aussi, donner aux autres et le redonner. Et je pense qu'il y a beaucoup de DSI qui sont en peine parce qu'on les a mis là. Comme d'autres métiers hein, que tu dis, on les a mis là parce qu'ils étaient là un peu par hasard, ils se sont levés à ce moment-là, ou c'est des gens qui, voilà, qui ont progressé mais qui n'ont pas les outils, qui sont complètement perdus et qui ont besoin à un moment de se poser et de repartir sur des bases et d'échanger avec d'autres personnes parce que ce que tu dis est important, c'est que toi, dans ce que tu fais au bahut, bah, c'est des gens du métier qui connaissent leur métier, donc qui connaissent le terrain. Et je trouve que l'école est un peu loin de tout ça. Et je sais que moi, quand j'enseigne, ils sont super contents de me voir, moi, qui suis sur le terrain, avec plein d'anecdotes de ce qui se passe, que d'avoir quelqu'un qui est pédagogique. Et voilà, il faut un peu de tout, je dis pas, mais voilà. Ouais, moi je suis pas sûr qu'il faille de tout. Après, d'où ça permet de créer des cas un peu fous. Enfin, nous, les cas pratiques au bahut, Ah, tu m'étonnes. moi je m'amuse autant qu'eux. Par exemple, on m'a demandé de schématiser, donc de réaliser un schéma pédagogique Mm. pour synthétiser un sujet complexe. Et par exemple, vous êtes au musée de l'économie, des sciences et de l'économie à Paris, et vous devez schématiser sur un kakémono expliquer l'hyperinflation au Venezuela. Et donc j'aurais fourni quatre articles bien denses sur le sujet, et c'était à eux d'expliquer le phénomène de l'hyperinflation et comment ça se mettait en place et quel était l'impact pour les populations. Où on a fait venir aussi, dans leur cas pratique vidéo, un plongeur-chercheur spécialiste de la pollution aquatique liée aux munitions militaires immergées post-Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai découvert aussi lors de cet échange avec ce chercheur incroyable, c'est qu'on avait surproduit des munitions pour la guerre, que la guerre s'est arrêtée, et qu'à l'air extérieur, bah, ça pétait. Mm. Donc ça faisait des morts et ça explosait des quartiers. Et du coup, on s'est dit, bah, moins dangereux, on va la foutre dans la flotte. Et oui, sur l'instant, moins dangereux, entre 45 et 55, bon, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, 70 ans après, ce qui est en ce moment-là, bah, ça pète dans l'eau. Mm. Et ça s'érode dans l'eau. On a foutu des gaz moutarde, des gaz sarin, des métaux lourds, des bombes, des grenades, et il y en a dans les lacs autour de chez nous, en fait. Oui, Dans oui. le lac Léman, il y a, à moins de 50 mètres de la rive, il y a des boîtes de munitions. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on ne peut plus les bouger parce qu'elles sont tellement érodées qu'elles risquent d'exploser si on la bouge. Mm. Donc, pas simple. Et ça fait des accidents graves de pêcheurs qui remontent ça dans leur filet potentiellement. Alors, pas dans le lac Léman, là, j'ai vu dans le nord de la France, quelqu'un qui a remonté une grenade de gaz moutarde et qui s'est brûlé. Ouais. Mm. Gravement. Bah oui. Donc voilà, et que ça pète beaucoup dans les Baltiques. Dans la mer Baltique, il y a énormément de munitions qui ont été rejetées dans la mer, et que ça pose un vrai problème pour la faune, pour la flore et pour l'humain. Mais comme c'est une pollution qu'on ne voit pas, on ne la traite pas. Donc là, l'enjeu de la vidéo, c'est expliquer comment dépolluer, puisqu'il existe plusieurs techniques, plus ou moins chères, plus ou moins compliquées, plus ou moins sécures,
Voilà, enfin, moi, c'est des sujets qui me passionnent, ça m'éclate. Et j'espère que ça éclate un peu mes étudiants aussi, mais ça leur permet de voir des choses très différentes. Parce que nous, notre vision du métier, c'est qu'ils ne soient pas experts du sujet qu'ils traitent, mais que leur expertise, ce soit de savoir transmettre à un public cible, identifié, un sujet très complexe, et que ce soit eux qui fassent ce travail d'apprentissage pour être capables de comprendre comment ils l'ont appris et de le régurgiter. Mais du coup, potentiellement, là, on a mis des gens qui ne connaissaient rien à la plongée, rien aux munitions, rien à tout ça. Et qui ont appris, cherché, appris, et voilà. Après, ça fait écho forcément avec une autre de tes activités, passion, je ne sais pas comment on peut le dire, avec tout ce qui tourne un petit peu autour des fake news. Enfin voilà, entre copy-post, c'est ça Copy-post, c'est sur le plagiat, c'était à la base pour se moquer gentiment, pour éduquer plutôt, sur LinkedIn. Alors moi, je suis que LinkedIn. Oui. J'utilise à titre perso Twitter parce que j'y fais de la veille et je suis abonné à 300 personnes que je suis quasiment tous les jours, tout ce qu'ils racontent, que je trouve très bon. Mais je publie pas, je sais pas faire, j'ai pas le temps. D'accord. Et par exemple, LinkedIn, je publie régulièrement et je fais aussi de la veille dessus. Sauf que, avec la démocratisation de LinkedIn, est arrivée une masse de gens qui, comme sur tous les autres réseaux, aiment le like, aiment le buzz et ont besoin de cette dose de dopamine quasi quotidienne, quitte à partager de la merde et quitte à repartager des choses qui sont pas d'elles. Et c'est le premier débat, le premier combat, c'est de dire, mais au moins citez votre source, quoi. Quand vous partagez une jolie photo, une jolie vidéo, un joli texte, dites de qui c'est, parce que faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est la moindre des choses. Et on cherchait la petite vanne un peu sympa pour que les gens comprennent que c'était pas bien de faire ça. Ça, c'était le premier truc, sauf que moi, limite, j'étais moins bon que mon associé, mon compère de l'époque, Thomas, sur Copypost, sur la partie vanne, j'étais plus à aller rechercher qu'en plus l'histoire partagée était fausse. Donc j'allais retrouver la vraie source pour raconter d'où ça venait. Sauf qu'on s'est fait traiter de nazis et de trucs horribles, de menacer d'attaquer. On a même reçu des courriers au bureau, des menaces en message privé, ce genre de trucs, de gens qui n'aimaient pas trop qu'on les affiche. Et un avocat est venu nous aider un peu pour dire, mais non, mais ils ont le droit d'écrire ça, vos posts sont publics, donc si vous partagez de la merde, ils vous affichent, et tant pis pour vous. Supprimez votre post, et dans ce cas-là, ok. Et cet avocat m'a rappelé en me disant, Sylvain, là, il y a vraiment, pire que le plagiat, il y a de la désinformation. Et je pense que c'est un sujet encore plus grave. Est-ce que ça te dit qu'on monte un truc autour de ça? Donc c'est Guy Nagel, qui est avocat, et il m'a contacté en décembre 2020. Je lui dis, pourquoi pas, moi, ce sujet m'éclate presque plus. Ça me permet d'apprendre énormément, de découvrir plein de choses, de me remettre en question tout le temps, parce que je me suis fait aussi avoir par des fake news, et j'apprends des choses tous les jours grâce à ça, parce que ça m'oblige à creuser. Mais même, le truc qu'ils font avoir, le premier sujet très simple, qui est tout con, c'est par exemple les citations. Aujourd'hui, en fait, on utilise beaucoup de citations qui sont apocryphes, qui sont pas attribuées à la bonne personne. Et moi, gamin, ma citation préférée était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qui est de qui? Franchement, je sais pas. Après, moi, il y en a une autre on avait partagée qui, voilà, tu reprendras celle-ci que ça m'a bluffé. C'est celle qui est soi-disant de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Voilà, et ça c'était pareil. Et même chose, qui est pas de Mandela. On a cherché dans toute sa bibliographie, dans toutes ses interviews, la plus proche, l'auteur le plus proche est un prof de jiu-jitsu brésilien qui a sorti ça dans les années 60. Donc rien à voir avec Mandela. Mais effectivement, ça a beaucoup moins de valeur si on dit que c'est un prof de jiu-jitsu brésilien qui a sorti ce truc-là que Mandela. Et là, sur ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait, c'est attribué à Mark Twain, qui est un très bel auteur. Sauf qu'en fait, c'est pas lui. Et que l'auteur le plus proche, Cocorico, c'est un Français. C'est Marcel Plagnol, qui a écrit dans un bouquin dans les années 60, Autobiographie du cinéma, ou un truc comme ça, le titre. Vous retrouverez l'article sur notre page ça sur LinkedIn, où il a dit « Il était ignare, il ne savait pas que c'était impossible, il a essayé, il a réussi », quelque chose comme ça. Et donc, du coup, a priori, la citation serait d'un Français et pas du tout de Mark Twain. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être moins sexy Marcel Plagnol que Mark Twain. Mais voilà. Donc, ça, c'est le truc très simple et tout con. Mais en fait, ça oblige à prendre du recul sur ce qu'on lit au quotidien et voir ce que ça veut dire. Et justement, si ces citations ont du sens ou pas. Parce que finalement, quand tu dis Mandela, ça apporte une puissance de dingue à la citation. Quand tu dis que c'est un prof de jiu-jitsu, c'est pas pareil. Ça fait pas pareil. Ouais.
Mais ça, c'est la partie rigolote. Après, il y a des un peu plus complexes quand on va rentrer sur des sujets d'actu où les gens traitent mal l'info ou font des informations crasses parfois, comme là le convoi canadien où ils ont mis des photos d'une manifestation aux Pays-Bas qui étaient agriculteurs et camionneurs qui manifestaient contre l'interdiction de certains pesticides qui allaient rendre l'agriculture moins productive. Et effectivement, il y avait beaucoup de monde sur l'autoroute aux Pays-Bas, mais ça n'avait rien à voir avec le Canada. Comme ils ont aussi mis une photo où ils ont dit que c'était la place de l'hôtel de ville d'Ottawa, qui était blindée de monde. En fait, c'était à Moscou, une manifestation contre Gorbatchev en 1989, quoi. Donc strictement rien à voir du tout avec Ottawa non plus. Donc ça, c'est des trucs un peu marrants par rapport à des images où on va aller chercher d'où vient l'image ou d'où vient l'histoire. Et après, il y a du plus grave aussi sur des informations autour des chiffres, autour du Covid ou autour de l'extrême droite. J'ai vu qu'on avait débunké Zemmour, qui a partagé une photo de Valérie Pécresse. Alors Valérie Pécresse aurait dit, pour moi en France, porter le voile c'est mal et il faut que les femmes soient libérées du voile. J'ai pas la citation exacte dessus. Et il partage une photo en disant bah ouais, regardez où est-ce qu'elle a raconté ça. Et en fait, une photo où on voit des jeunes filles voilées. Et la photo date de 2013 et Valérie Pécresse est dans une école coranique. Donc ça paraît presque logique que les filles y soient voilées. Et après, liberté de religion. Et en France, on a quand même le droit de... Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, la photo qui n'a rien à voir avec son discours actuel et avec ce qu'il raconte lui. Donc on lui a dit, attention, oui, elle a dit ça, mais en même temps, là, la photo que vous mettez en illustration, elle ne correspond pas à ce qu'elle a dit et ce que vous racontez. Et attention à l'amalgame, qui n'est pas tout à fait juste, selon nous. Voilà, donc il y a plein de sujets, aussi bien politiques que santé, que très divers, anecdotiques. Moi, j'aime beaucoup la photo avec les deux petits guépards qui sont au cou les deux guépards qui sont au cou d'une impala, et où on dit que c'est en fait une maman impala qui a pour sauver ses bébés s'est donnée au guépard afin que ses bébés puissent partir, et que c'était très très triste cette histoire, et que du coup la photographe est tombée en dépression à cause de ça parce qu'elle a vu que la nature était vraiment très très dure. Et en fait, la photographe était un peu en dépression, mais pour autre chose, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle a photographié. Ce qu'elle a photographié, c'est plutôt une jeune impala qui était terrifiée parce qu'effectivement, elle avait deux jeunes guépards qui s'entraînaient à tuer un animal, avec la mère guépard qui était juste à côté pour voir comment ça se passait. D'ailleurs, les deux petits n'ont pas réussi à tuer l'impala, c'est la mère qui a dû intervenir, et que c'est pas du tout une histoire de maman impala et tout ça, et qu'elle dit je comprends pas qu'on m'ait transformé l'histoire de ma photo qui est magnifique en une autre histoire qui raconte pas du tout ce qui s'est passé, et que c'est plus ça qui l'a déprimé qu'autre chose. Et du coup là, c'est très marrant parce que parfois les auteurs des photos ou des textes commentent nos commentaires pour dire bah oui, c'est ce que dit, c'est vrai, ça c'est la vérité, et l'histoire qui est dans le post est complètement fausse. Voilà, c'est des trucs qui nous font marrer, mais en fait ça nous prend un temps fou. Ouais, je me doute, c'était parce que bon, de toute façon je mettrai les liens dans la biographie du podcast de C'est vrai ça, mais c'est hyper bien documenté. Parce que forcément, il faut vous montrer vos sources. C'est l'objectif aussi de montrer aux gens vos sources, les sources, comment vous avez recherché. C'est discutable du coup, hein. Que ce soit un débat, on n'a pas tellement la vérité. Oui, tout à fait. Toujours. Et d'ailleurs, parfois on dit on ne trouve pas, voilà ce qu'on a comme info. On voit que cette histoire a été racontée avec un autre personnage, et donc du coup ça nous semble faux, mais voilà où on est de nos recherches. Et où après, même sur des sujets comme le Covid, où tout le monde n'est pas d'accord, où il y a comme un consensus médical, scientifique fort, mais comme on donne nos sources, à chacun d'aller regarder les sources et dire bah non, en fait, vous avez mal compris, vous avez mal lu, ou moi je suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites de ces résultats-là. Tout à fait. Mais au moins, on partage quelque chose qui est réfutable, qui est discutable. Et c'est souvent nos amis complotistes partagent souvent des vidéos de gourous où racontent sortent des choses incroyables, où il n'y a aucune source, aucune étude derrière et rien, et pourtant ils y croient. Et oui, très bon orateur, ils savent faire, mais c'est un boulot de dingue pour nous débunker une vidéo, parce qu'il y a un nombre d'affirmations à la con qu'il faut, et ça prend un temps fou, ce qui s'appelle la loi de Brandolini, qui dit qu'il faut 10 fois plus de temps à débunker une info qu'à produire une info fausse. Donc voilà, donc ça nous prend entre 10 minutes et 1 heure par debunk, qu'on en reçoit entre 2 et 20 demandes par jour. Et aujourd'hui, heureusement, on est 6 dans le petit collectif. Et en plus, entre nous, on s'auto-corrige, on s'auto-censure, on s'auto-modère aussi. Donc on se vérifie les uns les autres avant de partager les choses pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Parce qu'on a une petite responsabilité, alors qui est totalement associative, on n'est pas payé, c'est complètement bénévole, on ne veut pas être payé. Il y a des gens qui nous ont proposé de l'argent, mais on ne veut pas, parce que on veut que ça reste un truc fun, que ça reste, c'est quand on veut,
On traite ce qu'on peut aussi, ce qu'on a le temps de faire, ce qui nous fait sourire. Normalement, on essaie de tout traiter, donc on choisit pas les sujets. Par exemple, j'en ai traité un pour dire qu'un complotiste avait raison. Et alors, ça me faisait un peu mal au cœur, pour tout te dire. Mais en même temps, il avait raison, je pouvais pas dire le contraire. Bah oui, voilà. En plus, ça part d'une source dégueulasse, un tabloïd danois, du même niveau qu'Entrevue ou Voici en France. D'accord. Donc pour te dire le niveau du truc, et où ils disent les stats d'hospitalisation Covid ont été gonflés. Blablabla, ils expliquent le truc. Et en fait, en creusant, ils ont raison, dans le sens où, alors, c'est pas complètement, le mot n'était pas trop fort, mais on a cumulé les hospitalisations à cause du Covid et les hospitalisations avec le Covid. Ça veut dire que si tu rentrais à l'hôpital avec une jambe cassée mais que tu avais le Covid, tu rentrais dans les stats Covid parce que tu nécessitais un dispositif particulier, d'être dans une chambre seule pour éviter de contaminer tes voisins, et les médecins devaient aussi plus se protéger avec toi qu'avec d'autres patients. Mais pour autant, tu n'étais pas à l'hôpital pour ça. Et jusqu'il y a 10 jours en France, on ne faisait pas la différence entre ceux qui rentraient pour le Covid et ceux qui rentraient avec le Covid. Et donc, l'info était vraie. Et je l'ai découverte grâce à ce tabloïd danois dégueulasse. D'accord. mais on a commenté en disant, vous avez raison, c'est vrai, voilà pourquoi, voilà l'explication des hôpitaux. Mais honnêtement, j'aurais préféré avoir cette info il y a 2 ans plutôt que la découvrir par un tabloïd danois. Voilà. Et donc pour C'est vrai ça, tu l'as dit, vous êtes 2, on va dire, à la tête de l'association, parce qu'on va appeler ça une association, 2 visibles, parce que les autres ne sont pas visibles, hein, c'est ça. L'idée c'est parce que tu m'avais expliqué à un moment que ça pouvait créer ça te créait quelques tensions avec sur ces sujets-là. Oui, on se fait, nous, souvent bloquer, on prend des menaces, Guy et moi. D'où on a créé une association pour pouvoir se défendre en cas de besoin. Mais quand on nous bloque, on ne peut plus voir du coup le post de la personne, que ce soit avec notre profil ou avec celui de la page. D'accord. Et l'idée, c'est on veut pas notamment faire chier les gens, on n'est pas là pour ça. Parce que ça se trouve, on disparaîtra le jour où LinkedIn fera comme Twitter et Facebook, mettra un petit bandeau sous les posts de désinformation. Attention, la science ne dit pas ça, voici un lien pour découvrir ce que dit la science sur le sujet. Ce qui existe sur Twitter et sur Facebook. Aujourd'hui, ça n'existe pas sur LinkedIn. Et nous, notre rôle, c'est juste ça. On est juste là pour faire de la pédagogie, juste là pour présenter un point de vue différent, qui est discutable, j'entends. Pour autant, on veut pas dire qu'une personne est bête, on le dit jamais, on reste vraiment toujours très très cordial. Et on veut pouvoir le dire. Et sauf qu'il y en a certains qui ont bien compris qu'en nous bloquant Guy et moi, on était bloqués. Enfin, on ne pouvait pas le faire. D'où on a 4 personnes qui sont aussi en relais, même en relais par rapport à nous, pour nous aider à faire certains debunks. Et encore, là, je parle des 4 actifs qui nous aident à rédiger. On a un comité de médecins derrière nous sur certains sujets très touchy ou très complexes même pour nous. Et on a des experts qu'on fait intervenir. On a Thomas Wagner qui nous aide de temps en temps, de bons potes sur l'environnement, qui étudie de façon très scientifique. Enfin, voilà, on va chercher des gens en qui on a confiance. Ça n'empêche qu'on va aussi vérifier leurs sources et ce qu'ils racontent. Oui, bien sûr. Tout le temps. Mais parfois, on a besoin d'être aidé aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et comme je l'ai dit, on n'est pas des Superman. Ça demande du temps. En fait. C'est du boulot, du temps. Et parfois, on prend des raccourcis en demandant à des gens de nous aider pour trouver les bonnes sources. Non, mais moi, ça m'avait bluffé sur certains sujets où je m'étais fait avoir, comme beaucoup. J'ai toujours, l'histoire de Mandela, mais aussi, tu sais, la photo du loup là, avec sa meute la meute de loup. Ouais, c'est, voilà, j'invite les gens à aller voir un petit peu tout ce que vous avez débunké. J'ai appris aussi un nouveau mot que je connaissais pas à l'époque. Voilà, et je trouve que apocryphe ou prosopopée? c'est plein de mots entre débunker, apocryphe, voilà, tous ces sujets-là. Donc non, mais c'est hyper intéressant parce que au moins déjà on se couche moins bête, c'est toujours bien. Et puis finalement, c'est toujours en ligne avec ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, c'est-à-dire apprendre, lutter contre la désinformation. Voilà, et puis tu es très actif sur LinkedIn depuis souvent, je pense, depuis très longtemps. Je crois que j'ai vu que tu avais environ 54 000 abonnés. Voilà, et je pense que c'est aussi ce que tu disais, LinkedIn ne fait pas ce que fait Twitter et Facebook. Et tu veux aussi que ça reste un réseau un peu plus propre à ton niveau, à ton échelle. Ouais, il y a ce petit côté policier, mais que je suis pas très à l'aise avec. Oui. Il y a aussi le côté que je veux que les gens apprennent à chercher aussi par eux-mêmes, apprennent à douter des choses, parce que les médias mainstream peuvent aussi dire de la merde de temps en temps. Oui, tout à fait.
sur l'histoire, enfin, c'est moi qui ai fait ce debunk, j'ai passé un temps fou sur l'histoire. Les femmes ne sont plus payées à partir du 2 novembre Oui, 2022. ouais, c'était. Ouais. Je vous laisse aller le lire, je vais pas vous Ouais, mais spoiler. Vous allez voir que c'était. c'est loin d'être si simple Oui. et qu'en fait le sujet est passionnant et qu'on s'est peut-être trompé de problème. Mais qu'il y a des problèmes, mais c'est peut-être pas le bon celui qu'on affiche. Et que les médias ont tous repris cette info parce que c'est une info buzz, parce que c'est sûr que ça fera parler, parce que ça fera cliquer. Et que pour autant, potentiellement, si on cherche à traiter ce problème en pensant que c'est le bon problème, on risque de créer encore plus d'injustice. Et du coup, c'est le retour qu'on nous fait des gens qui savent que je suis derrière ou que Guy est derrière. C'est que maintenant, les gens font gaffe avant de liker, commenter, partager une info et qui vérifient aussi un peu avant. Et pour moi, c'est vraiment gagné si les gens se mettent à douter de ce qui se passe, mais positivement. C'est pas dire que justement, c'est pas devenir complotiste et que le gouvernement nous ment sur tout. C'est juste se poser des questions sur comment le monde tourne vraiment, parce que les journalistes, ils ont aussi une problématique, c'est qu'il faut qu'ils génèrent du clic sur leurs articles, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire leurs articles et qu'il faut qu'ils vendent de la pub. Et qu'au bout d'un moment, ils prennent des raccourcis aussi, ce qui est normal. Enfin, tu vois, je leur rejette pas du tout la pierre. Et que les médias de télé, c'est la catastrophe. On n'a pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, il n'y a aucune source qui apparaît et on considère qu'ils ont raison. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas si simple, qu'il y a plein de moyens de vérifier et que le monde est peut-être parfois plus joli que ce qu'on imagine. Et dans ce cas, je vous recommande d'ailleurs le bouquin Factfulness, qui est incroyable à ce sujet-là, qui est le monde vu par des datas. D'accord. Et où il y a un test au début de 20 questions. Et si je dis pas de bêtises, il a fait ce test au G20, avec les grands dirigeants du coup de ce monde. Ils ont 5 sur 20 en moyenne, pour vous dire à quel point ils ne connaissent même pas le monde dans lequel ils vivent et qu'ils doivent diriger. Ouais, mais parce qu'en fait, on ne nous informe pas là-dessus, Ouais. parce qu'on ne le voit pas comme ça, parce qu'on traite peu les datas. Et du coup, je crois que c'est un peu ce bouquin qui m'a donné envie de me lancer là-dedans, en fait, en me disant D'accord. mais merde, j'avais une vision du monde complètement déformée, qui était restée un peu dans les années 60 à 80. Comme les profs, moi, en fait, quand mes profs ont été formés dans ces années-là et m'ont formé entre 80 et 2000, mais du coup, ils m'ont formé comme les années 60, comme le monde dans les années 60, entre 80 et 2000, et moi, j'ai pas évolué, et les médias n'ont pas tant évolué que ça. Et du coup, ok, j'ai envie de voir le monde tel qu'il est, ou j'ai envie de le voir différemment, avec mon propre regard à moi. Voilà, je pense que c'est un peu ce bouquin qui a été à l'origine de tout ça. Ouais, et puis, enfin, j'ai entendu, alors je crois que pas plus tard la semaine dernière, désolé, je vais pas citer la source parce que je m'en rappelle plus du tout, j'ai pas eu le temps de la noter, mais on a produit en 30 ans plus d'informations qu'en 3000 ans. Enfin, de toute façon, on le voit avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues, voilà, parce que, enfin, tout ce que tu peux avoir, forcément, l'information, il y en a de partout, elle est reliée de partout, et oui, il y en a au milieu qui disent n'importe quoi. Et ça, je te rejoins complètement. Je pense qu'il faut vérifier, il faut essayer de vérifier au maximum, de se renseigner. Et puis surtout, moi, il y a ce que je trouve, on a beaucoup de données, et ces données, en fait, beaucoup arrivent à les lire comme ils veulent. C'est surtout souvent ça, c'est les chiffres, ils en font un peu, enfin l'analyse, ils en font ce qu'ils veulent. On pourrait échanger, je pense, tous les deux sur les chiffres autour du Covid, parce que voilà, moi, il y a plein de choses, je me dis, mais il suffit des fois un petit peu de regarder, de te dire, ok, on a 500 000 cas par jour, ok, ils tuent moins, mais il y a toujours 30 000 cas de Delta, alors je sais plus à combien c'est actuellement, qui eux posent problème. Quasiment plus. Ouais, c'est eux qui posent problème, c'est pas les 450 000 autres. Ouais. Et sauf que Omicron est un peu plus, par exemple, dangereux sur les enfants, bizarrement. Alors par contre, pour les adultes, effectivement, il est beaucoup moins. Mais en fait, mais après, c'est aussi l'autre énorme difficulté de gouverner nos pays en ce moment, c'est qu'on n'a pas d'infos. Enfin, qu'on a des infos un peu a posteriori et qu'on est obligé de prendre des décisions en anticipant par rapport à des premières datas et qu'on peut se rendre compte 3 mois après qu'on avait complètement faux. Oui, c'est moi, enfin, sans faire de politique, je pense que la seule erreur qu'ont fait les gouvernements, mais qui n'est pas entendue par le peuple, c'est de dire je ne sais pas. Exactement. Les scientifiques savent très bien le dire, eux, que on ne sait pas. Et quand vous regardez, en fait, même dès l'époque, d'où ça vient, on ne sait pas. Peut-être origine animale, peut-être origine du labo à Wuhan, peut-être. On n'a pas l'info, aujourd'hui d'ailleurs, on l'a toujours pas. Comment se protéger ? Se protéger au mieux, on va laver les mains, on va faire attention et on va mettre des masques. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un virus aéroporté, donc le lavage de main, c'est mieux que rien, c'est avec les gastro. Oui, voilà. Mais pour le Covid, ça change pas grand-chose, ça sert à rien d'aller laver les barres du RER, même si de toute façon elles sont sales, et que c'est mieux de les laver, mais que c'est pas tant le sujet de devoir nettoyer les tables du restaurant ou de devoir nettoyer les chaises de son école.
que c'est pas là comme ça qu'on le transmet et que c'est plus ouvrir les fenêtres. Et que ça, finalement, on l'a pas assez dit presque. Oui. Alors, on commence à le dire enfin, mais pas tant que ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais le truc, c'est qu'au début, on savait pas. Enfin, Oui. on savait pas exactement comment ils se transmettaient, comment ils se diffusaient. Et qu'en fait, on demande aux politiques de savoir, déjà. C'est aussi nous qui demandons à nos gouvernants, même nos dirigeants d'entreprise, de savoir, de trancher, de prendre des décisions. Mais qu'après, on va lui en vouloir si c'est pas la bonne. Et c'est ça qui est, je trouve, très compliqué de gouverner et de diriger. Mais tu vois, je fais une analogie toute simple. C'est au foot, le gardien de but sur un penalty. On lui reprochera pas d'avoir Elle est pris un géniale. but s'il a plongé. Tu l'avais. Mais en fait, Ouais, je la connais, la stat, elle est incroyable. Ouais. Il vaut mieux qu'ils bougent pas, en fait. Parce Ouais. que statistiquement, les joueurs tirent Ouais. beaucoup plus au centre, parce que eux, s'ils ratent, le tireur, on considère qu'il a pas à rater, que c'est facile de mettre un péno. Oui. Donc, s'il tire à côté, on va lui en vouloir. Alors que si le gardien l'arrête, on lui en voudra pas. Oui. Et que le gardien, s'il plonge pas et que le mec a tiré sur le côté, on va lui dire, mais t'es nul, fallait bouger. Oui. Alors que s'il reste au centre, il y a beaucoup plus de chances d'arrêter. Oui. Enfin, c'est complètement un paradoxe, un biais cognitif hallucinant. Ouais. Et qu'en fait, quand vous regardez les pénaux, d'ailleurs, les tireurs tirent beaucoup au centre. Oui, c'est vrai. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, c'est vrai. On va, de manière générale, on va plus dire, bah, il a été inactif, donc il a rien fait, donc il est nul. Et ça, c'est valable pour le gardien de foot et pour le gouvernement. Donc, et voilà, finalement, bah, il faut bouger, il faut être toujours en mouvement. Alors que des fois, d'attendre un peu et de se dire, on va regarder ce qui se passe, on va regarder un petit peu, on va prendre du recul. Et voilà, bah non. Bah, ouais, mais quand j'ai vu ça, c'était incroyable. Ouais, on nous demande aussi en tant que dirigeant d'être un peu à notre petit niveau, de protéger tout le monde, de savoir ce qu'il faut faire, d'être un peu le papa de tout ça. Et on sait pas plus parfois. Ouais. Donc plus on a de data, mieux c'est pour faire le lien avec le numérique. Et ça, c'est quand même une chance. Et merci, moi, mon idole de l'année, des 2 dernières années, c'est Guillaume Rosier, qui a su rendre les datas de France Santé accessibles, compréhensibles, intelligibles. Donc c'est un petit jeune qui sort tout juste d'école, je crois qu'il vient juste d'être diplômé. Je crois que c'est ça. Il était même pas. Je suis même pas sûr qu'il était tout à fait diplômé. Là maintenant, oui. C'est juste tout récemment. Il n'y était pas quand il a fait ce truc-là. Qui a fait ça sur son temps perso, a monté un site Covid Tracker, puis Vitmados, puis tous les autres sites qu'il a créés autour. C'est fou ce qu'il a fait. Ouais, c'est clair. Donc, c'est grâce à lui qu'on a pu se vacciner, comme c'est ça qui est fou. Et c'est grâce à lui qu'on pouvait comprendre ce qui se passait en France et qu'on avait des stats à peu près compréhensibles parce que et au moins qu'il donnait un peu de transparence, qui permettait de comprendre ce qui se passait ou pas et de poser des vraies questions. C'est vrai qu'on n'a pas posé les vraies questions à nos gouvernements de pourquoi vous avez pris telle décision alors qu'en ce moment ça monte ou que ça baisse mais pourtant on avait un peu plus de data grâce à ce mec là, donc vraiment un grand merci, je suis fan de ce qu'il a fait. Ah oui, non mais et lui savait dire je sais pas. Ouais, il savait dire je sais pas, il savait dire aussi ses limites en disant bah là mes stats sont pas complètes parce que j'ai pas accès aux données sur les enfants, je crois, ou les écoles. Tout à fait. Voilà. Ouais, sur les écoles, sur les contaminations écoles, les données remontent pas parce qu'aujourd'hui les écoles ne savent pas faire remonter ces données-là, donc je peux pas mettre ces infos là-dessus. Mais comme quand on a dit qu'Omicron était moins dangereux, il a dit mais pour l'instant j'en sais rien, en France c'est pas encore arrivé. En Afrique du Sud, c'est pas ultra clair pour l'instant. On attend, on est obligé d'attendre un peu parce que s'il y a beaucoup de contamination, on verra dans un mois si ça crée des hospitalisations et des morts. Tout à fait. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, effectivement, ça semble moins dangereux, mais ouais. Voilà. C'est, en tout cas, Et du coup, plein de belles rencontres grâce à C'est vrai, ça aussi, plein de gens géniaux. Et je dis moi après le truc principal, l'enjeu principal, c'est d'apprendre en fait, m'éclater, découvrir plein de choses, et essayer de partager ça un peu avec de l'humour si possible pour que les gens ça les amuse aussi, qu'ils aient envie de suivre et qu'ils se mettent eux aussi à faire ses propres recherches. On a partagé, tu mettras en source le guide du débunker débutant. Oui, j'ai vu ça. Avec les outils qu'on utilise au quotidien. Alors, il est un peu long l'article, on a passé une dizaine d'heures à l'écrire parce qu'on donne des exemples à chaque fois. Et d'ailleurs même j'en ai réappris en refaisant ce truc-là sur cette photo que j'aime beaucoup des lévriers avec un guépard. En Angleterre, dans les années 30, ils ont fait des courses de lévriers contre un guépard. Et en fait, ça a vraiment existé. Et le sujet, c'est pas que le guépard était feignant et sortait pas parce qu'il était meilleur, qu'il n'y avait pas besoin de montrer d'autres qui étaient meilleurs. Le sujet est en fait, ça reste un animal très sauvage. Soit on met l'appât trop proche de lui, il a un tel démarrage qu'il l'attrape tout de suite, soit on le met trop loin et il se dit ça sert à rien que je sorte. Et même quand on arrive à le faire sortir, en fait, il passe à côté des obstacles, il passe pas par-dessus, voire il coupe au milieu le truc pour aller plus vite à l'appât, quoi. Enfin, pourquoi faire le tour bêtement de la piste? Oui. Et donc, du coup, ça n'a pas marché, voire parfois il bouffait les lévriers. Parce que c'est de la chair fraîche aussi. Oui, c'est et du coup, ils expliquent ça, qu'ils ont testé et que du coup, ils ont arrêté. Et donc,
pour raconter que l'histoire a été fausse. Mais en plus de ça, l'image qui avait été choisie était faite dans un stade où il n'y a pas eu de course de lévrier contre des guépards. C'est une image qui a été créée pour une pub d'Audi, l'Audi S4 en 1980 et quelques, par un directeur artistique qui explique qu'il a dû faire la photo en 2 fois. Parce que justement, le guépard voulait bouffer les lévriers, donc il a fait une photo avec les lévriers qui partent, une photo avec le guépard qui est dans sa niche. Voilà, en plus, j'ai retrouvé la photo d'origine, qui est du coup une photo montée par un super directeur artistique. Et ça, c'est en refaisant le debug que j'avais pas vu que c'était une pub à la base. Voilà. Ah mais je sais, je vois le compteur tourner. Je sais qu'on pourrait en parler des heures. Et puis moi, c'est le sujet qui m'intéresse. Et puis c'est tellement, on va dire, c'est tellement sourcé que c'est top. Et puis on voit que ça te passionne aussi ces sujets-là, parce que t'es dans l'apprentissage, on va dire. T'es dans l'apprentissage. Tu recherches, tu fais de la recherche, donc je trouve ça top. Il y a tout un tas de sujets qu'on aurait pu évoquer. Ce qui est bien, c'est que voilà, je retrouve bien à chaque fois, moi, ce que je veux retrouver dans ce podcast, c'est le côté humain, et le côté humain où tu ramènes tout à l'humain. On aurait pu parler aussi de tes expériences entrepreneuriales, aussi ta vision du RH, parce que tu as été un exemple pour beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler de toi à la base sur ta transparence, la méthode de recrutement, etc. Voilà, qui était un bel exemple pour nous, déjà d'une part en région Rhône-Alpes, hein, parce que on en parlait beaucoup au sein de la Digital League. Ouais, on ressent que tu aimes l'humain. Tu aimes l'humain, tu aimes partager, tu aimes l'apprentissage, tous ces sujets-là, quoi. Bon, après, ça fait mal parfois, hein, parce qu'on se plante. Oui, On va essayer plein de choses un peu différentes. Donc, j'y suis passé aussi. Et après, quand ça marche, je partage comment j'ai fait, parce que j'aime expérimenter, je suis potentiellement des pistes différentes. Je pense qu'il y a... Tout est à réimaginer pour le bien, et je crois profondément que plus on fait confiance à ses collaborateurs, plus ils en rendront de la confiance, et plus ça se passera bien. Je suis d'accord. Mieux ça se passera, pardon. Et du coup, je me suis planté sur certaines choses, d'autres que j'ai réussi. Donc j'ai essayé de partager tout ça régulièrement, des expérimentations diverses et variées. Après, c'est un petit modèle, c'est une petite boîte. J'aurais rêvé de faire ça plus grand. Malheureusement, ça s'est foiré. Même sûrement, mon modèle se foirait à la fin de Tilki quand on a débarqué. Et donc voilà, ça reviendra peut-être un jour ou pas. Maintenant, j'essaie d'aider des gens à retrouver un boulot, des gens passionnés, passionnants. Et avec un projet, même pour des jeunes issus de quartiers sensibles, donc encore plus éloignés de l'emploi potentiellement que ceux que j'ai aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, et ça, je suis d'accord. Ça va sortir bientôt. Ah bah ça c'est top. C'est top, des bonnes nouvelles. Et puis bon, tu as aussi écrit quelques livres où tu as ce que tu disais, essayer de retrouver, remettre un peu ce que tu faisais, parce que je crois que tu avais 100 conseils pratiques pour couler sa boîte. Ouais, parce que moi je sais planter. Réussir, je sais pas faire, mais planter, ça, j'ai toutes les recettes, et j'en ai partagé pas mal dedans, que j'en ai fait beaucoup en dessin. Et que c'est pas toujours évident quand on lit le bouquin, parce qu'on a vraiment écrit ça de telle sorte à ce que ce soit un conseil où on se pose la question de est-ce que c'est un conseil à suivre ou pas, et qu'en fait quand on lit l'explication dessous, on se rend compte qu'il faut surtout pas le suivre. Du type mettez une machine à café payante dans votre boîte, ça fera gagner un peu en productivité, parce que ça leur évitera de passer trop de temps à la machine à café, et en plus ça vous permettra de diminuer les coûts liés à l'achat de café. Et qu'il y a des boîtes qui font ça, hein. Ouais, je sais. Vrai, non mais et qui pensent ça en plus. Je connais ça. J'en connais. Sauf que on se rend compte que si les gens ne sont pas contents d'aller au boulot, qu'ils n'ont pas un bon café en arrivant au bureau, en fait ils ont pas envie de bosser. Et que du coup c'est pas une charge, c'est un gain pour la boîte de leur offrir quelque chose de sympa, qu'ils soient contents d'aller chercher le café au bureau, limite qu'ils soient meilleurs que chez eux. Je trouve ça presque important. En tout cas, moi, c'est ma vision du truc, et on explique pourquoi potentiellement c'est dangereux que les gens ne soient pas contents de venir le matin. Puis on le voit de plus en plus. Je dis pas que ceux qui font un peu pas ces règles-là ne marchent pas, mais les boîtes qui marchent bien sont quand même des boîtes où il fait bon vivre, hein. Moi, j'ai un exemple de notre région, on va dire. Avec Webcam, avec ce que fait Vincent Gallo. Enfin voilà, c'est un peu l'image, peut-être poussée à la Google et tout ça, mais où les gens, ils ont envie d'y aller. Ils ont envie d'y aller, ça se passe bien, ils ont envie de vivre quelque chose, ils ont envie de vivre une expérience différente et de s'y sentir bien. Et je pense mais ça veut pas dire le baby-foot, ça veut pas dire la salle de jeu, c'est arrêter avec ces trucs un peu inspirants LinkedIn à la con. Justement, essayer d'aller creuser, parce qu'il y a des études sérieuses là-dessus. Même il y a des études avant qu'on ouvre le télétravail à tous et le full remote à tous, des études canadiennes, parce qu'au Canada, ils y sont allés bien plus tôt que nous là-dessus. Comme quoi, les travailleurs indépendants isolés faisaient beaucoup plus de dépression,
dormaient moins bien et plus de suicides. Oui, Donc le full remote, peut-être pas pour tout le monde en fait. oui, Enfin, c'est au c'est cas très par bien. cas. Mm. Mais il faut peut-être aussi poser la question à vos équipes et soit choisir un type de recrutement, parce qu'il y a des gens qui adorent ça. Mais attention, quand on impose ça, ça peut être mal vécu par certains, Mm. même si c'est demandé par d'autres. Voilà. Ouais, non, mais c'est. Et en tout cas, on commence à avoir des chiffres et des études dessus, et c'est pour. Enfin, j'adore les chiffres et les études. Mais puis, je l'ai changé dans d'autres podcasts, mais je trouve que enfin, chaque entrepreneur a sa société, son type de société, a sa société qui va lui correspondre aussi, et chaque salarié aussi, pour moi, a la société qui va lui correspondre, parce qu'il y a, comme tu le dis, il y a des gens qui vont se sentir plutôt bien en full remote, d'autres pas du tout, d'autres qui aiment bien le côté hybride, et je trouve que enfin, c'est pas tout ou rien, et peut-être trop souvent en France, on est un peu sur du tout ou rien. Et, et, et voilà, et c'est vrai que bah non, il faut s'adapter aux gens. Moi, je le vois à ma petite échelle avec mes salariés, où chacun, bah, il faut gérer les gens d'une certaine manière, et chacun n'a pas les mêmes envies, besoins à un moment T, et il faut savoir s'adapter. Et je pense que voilà, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est surtout de transparence et de savoir où on va et quelle aventure on va vivre ensemble. Je pense que c'est surtout ça, quoi. Mais En fait, il y a autant besoin de formation pour les dirigeants que pour les collaborateurs. C'est ouais, peut-être la conclusion par ouais, rapport au sujet de départ. ouais, et C'est que puis le dirigeant doit aussi continuer à se former, continuer à voir ce qui se passe, à voir qu'on peut faire potentiellement différemment. Parce que si lui n'est pas convaincu par ces éléments-là, il faut surtout pas tenter la poudre aux yeux, le côté paillette, le côté waouh. Il faut que ce soit un vrai changement profond et que lui soit prêt à le suivre, parce que changer, c'est compliqué, c'est ouais, lourd, ça pique. Mais il faut tenir, parce ouais, que parfois les résultats n'arrivent pas tout de suite. tout à fait. Et puis bon, voilà, enfin, je peux clairement en témoigner. Et puis aussi dire, bah ouais, il y a des endroits qui sont bien pour les dirigeants. On peut parler du CJD, on peut parler, enfin voilà, où on peut s'améliorer, on peut découvrir d'autres choses, on peut faire l'effet miroir. Enfin, il y a plein de tout un tas de sujets. Donc voilà. Pour finir, j'ai juste deux, trois questions. Si tu avais un livre, une série ou un film à nous conseiller. Bah, le livre, je te dis Factfulness. Ouais, Donc celui-là, si vous aimez lire des bouquins, alors la version française est très mal écrite, très désagréable, mais le bouquin est vraiment génial. Sinon, on va partir sur une BD et j'ai adoré le scandale de la chlordécone ou du chlordécone aux Antilles. Une BD qui explique en fait ce pesticide qu'on a utilisé pour les bananes et qui explique que les enjeux étaient très complexes. En fait, c'était pas si simple de l'arrêter. d'accord. Enfin, ouais, la BD est très documentée, très sourcée, un peu à charge évidemment Hmm. pour nos gouvernements qui n'ont pas pris la mesure de ce scandale, de ce risque terrible, qui en plus est très loin de nous, donc on s'en fout un peu. Pour autant, qui explique pourquoi en fait on y est arrivé et pourquoi on n'a pas interdit ce truc plus tôt alors que c'était interdit aux États-Unis bien avant. Hmm. Voilà, ça vous montrera une autre facette du monde et notre rapport à l'environnement. D'accord. Ok, top. Tu m'as dit que tu suivais beaucoup de comptes Twitter. Est-ce qu'il y aurait un compte Twitter que tu pourrais nous conseiller? Euh, un compte Twitter à vous conseiller, putain dur. Je vais vous dire celui de Guillaume de Oxbuster. Ah non, de Harry Kouts. Harikouts. Alors je crois qu'il y a un underscore entre Harry Ouais. et Kouts, je te redis ça tout de suite. Qui fait du débunkage de très très haut niveau, on s'inspire pas mal de lui. Et il est assez passionnant. Harry Kouts, tout accroché. Harikouts. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Il fait un très très bon boulot. Ok, top. Et un compte LinkedIn à suivre. Alors, c'est vrai ça? Bah, allez, petit coup de pub pour le copain de Thomas Wagner dont j'ai parlé tout à l'heure, D'accord. qui vous permettra de... Donc, lui, c'est sur le debunkage, sur l'environnement, sur le greenwashing, de comprendre ces enjeux de façon différente. Alors, parfois, il a un ton un peu péremptoire et qui peut faire un peu peur, mais c'est toujours très sourcé, très documenté et passionnant. Mais le D'ac- mec est passionné, il veut notre bien en fait, hein, même si parfois il nous insulte parce qu'on prend encore l'avion, parce qu'on mange trop de viande, parce qu'on fait pas les efforts qu'il faut, mais je suis assez d'accord que nos gouvernements n'ont pas encore pris la mesure de cet enjeu et qu'on passe du temps sur des conneries et que Hmm. parfois il y a des choses à faire et qu'on n'est pas assez scientifique, rationnel sur cette approche malheureusement. Hmm. Très bien. Bah écoute, merci. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces échanges. C'était vraiment top. Hyper intéressant. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je sais
voilà, je mettrai le lien pour te suivre parce que de toute façon, les gens peuvent te contacter par LinkedIn, te trouver par LinkedIn assez facilement. C'est le plus simple pour me contacter Ouais. aussi, c'est là où je réponds le mieux. Je réponds peu au téléphone, donc Mm. plutôt par mail ou par LinkedIn. Et du coup, abonnez-vous à la page C'est vrai ça et faites vous-même vos débunkage, vous allez voir que c'est très drôle à faire. Ouais, je mettrai le guide vraiment tout de suite dans la bio au-delà, comme ça les gens pourront essayer de le faire par eux-mêmes. Bah, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Encore merci Sylvain de ton intervention et de nos échanges. Je vous mettrai tous les liens dans la biographie de l'épisode. Si vous avez des questions à propos du système d'information, des réseaux sociaux, des fake news, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes. À bientôt.